Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier débat de la matinée. Nous avons le plaisir, et ma collègue Amélie Charnet, journaliste à la Tribune, d'accueillir Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère, rapporteur de la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le numérique. Bonjour. Henri Dagrin également, délégué général du SIGREF, le réseau qui fédère les directions informatiques des grandes entreprises et administrations. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Sichel, directeur général du groupe Caisse des dépôts et consignations, bras armé de l'État dans le financement de l'économie. Et Amélie, je te laisse lancer. Alors, le numérique européen est-il souverain? La réponse est non, malheureusement. La ministre l'a rappelé à l'instant. En fait, nous sommes encore extrêmement dépendants au niveau des composants, des logiciels, des matières premières, des équipements à la fois des États-Unis et aussi des pays asiatiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait qu'on en ait pris enfin conscience et même qu'un consensus européen commence à émerger dans la nécessité en fait, d'être davantage indépendant technologiquement. Alors comment passer le cap et passer du constat vraiment à un plan d'action? C'est tout l'objet en fait, de notre discussion aujourd'hui et on va commencer avec vous peut-être Cyrielle, puisque là vous avez enchaîné les auditions pour votre commission d'enquête. Et peut-être que vous pouvez nous présenter peut-être quelques premiers éléments que vous pouvez retenir de tous les gens que vous avez auditionnés. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cyrielle Châtelain. Effectivement, je suis rapporteure d'une commission d'enquête sur les dépendances numériques qui a été lancée en début d'année. Ça fait à peu près un mois qu'on fait des auditions. Là, on est plutôt sur la partie constat que je ferai très rapidement puisque ça a déjà été largement évoqué. 285 milliards de dollars qui partent de l'Europe vers les États-Unis. Ça démontre une dépendance matérielle, une dépendance technologique et une dépendance économique. Et en termes de fragilité, c'est bien sûr une fragilité économique. Je pense que tout le monde a entendu parler de VMware. On a eu des témoignages dans les auditions d'augmentation de plus de 800% des prix de VMware depuis qu'il a été racheté par Broadcom. Mais donc quand on est dépendant d'un seul acteur, on est obligé de payer la facture et ça prend du temps de sortir. C'est des fragilités en termes de sécurité nationale. On a reçu notamment Martin Houtensinger, qui est journaliste au Monde, qui a pu retracer, via des données anonymisées, géolocalisées, en fait, le lieu d'habitation du garde du corps du président de la République, par exemple. Donc on voit bien que sur la question des données, il n'y a pas de données qui ne sont pas sensibles. La question, c'est comment on les croise. Si on peut avoir le lieu de travail d'une personne, si on sait où est-ce qu'elle rentre tous les soirs, si on sait par exemple que tous les dimanches, elle va dans un lieu de culte, et bien en fait, on a l'adresse de toutes les personnes en fonction d'une pratique religieuse. Il n'y a donc pas de données qui ne sont pas dangereuses. Il y a une question de protection des données. Et les deux autres fragilités, fragilité démocratique, on a aussi eu un certain nombre de témoignages sur la capacité aujourd'hui à influencer les élections. Et la dernière, une fragilité en termes de santé publique, c'est le rapport de l'ANSES sur l'impact des réseaux sociaux. Alors le but de votre mission, c'est quoi du coup? Parce qu'il y a plusieurs initiatives de cartographie, vous voulez aussi ajouter votre pierre à ça, et c'est quoi vraiment le but derrière? Alors nous, on l'a lancé avant. Donc je le dis, la démarche a été lancée en décembre. Depuis, nous avons des auditions. Oui, il y a cet objectif de cartographie, puisque par exemple, ça fait des années qu'on est dépendant de Microsoft. Aujourd'hui, nous n'avons pas nos représentations nationales, la somme que dépense chaque année l'État auprès de Microsoft. Donc forcément, ça nous questionnait. On va voir que ça va converger. La deuxième chose, ça nous donne des outils pour aller, on va dire, jouer notre rôle de contrôle. Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Par exemple, la question des data centers, qui a été évoquée par Madame la ministre. Effectivement, on a déjà des investisseurs étrangers. Donc, ces investisseurs étrangers qui investissent dans les data centers, à qui appartient le data center, les serveurs? C'est une vraie question. On voit qu'aujourd'hui, ces investisseurs, dans certains cas, ils sont propriétaires des infrastructures. Deuxièmement, quel type, à qui je vais vendre cet espace de stockage? Si c'est pour vendre du AWS, en fait, je ne serai pas plus souverain. Donc il y a aussi un enjeu de contrôle de l'action du gouvernement, c'est le rôle des parlementaires, c'est-à-dire d'aller regarder derrière les déclarations, derrière ce qui est mené, quels sont, on va dire, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Il y a une volonté, c'est, je pense, un très bon début. Et puis après, il y a la question de regarder à l'épreuve des faits, qu'est-ce qui est fait ou non, et qu'est-ce qui peut être amélioré.
Olivier Sichel, peut-être que vous pouvez enchaîner. Vous avez une feuille de route du numérique avec 18 milliards d'euros. Quelles sont vos priorités et est-ce que la stratégie d'autonomie progressive technologique fait partie de cette feuille de route ? Oui, alors déjà, on a d'immenses progrès. Je regardais les headlines qui sortaient sur la souveraineté technologique européenne, sur la réduction de la dépendance américaine. Il y a 15 ans, on n'aurait pas fait un événement tech sur ces thèmes-là. Il y a 15 ans, c'était mode, c'était pour un chef d'État, c'était de se faire photographier avec Mark Zuckerberg. Il était cool, il était en jean. Souvenez-vous, on disait Google, c'est l'ami du genre humain, c'est formidable, donne Louisville. L'ambiance a totalement changé. Et donc, on est dans cette phase de prise de conscience. Et donc, on est dans une phase à la fois de cartographie, et c'est le travail que fait la commission parlementaire dont Cyril Châtelain est rapporteur général. Il y a aussi un travail de cartographie plus technique qu'on fait avec le SIGREF, avec l'établissement d'un indice de résilience numérique qui, comme son nom l'indique, est un indice qui permet à chaque organisation, entreprise, collectivité locale, de mesurer très concrètement son degré de dépendance technologique. Et on sait maintenant à quoi ça sert. Quand VMware augmente ses tarifs de 800%, on est capable à ce moment-là, l'IRN, de dire il y a une vulnérabilité qui se passe à cet endroit-là, d'identifier sur la chaîne de valeur technologique où ça va exactement se passer. Donc l'IRN est un outil très important parce qu'il donne un langage commun entre les différentes entreprises et aussi au sein des organisations. C'est pas facile pour un directeur général de se dire ok, je suis en dépendance technologique, mais qu'est-ce que ça se matérialise? Le discours avec son DSI n'est pas toujours aussi simple. Et la ministre l'a très bien dit. La plupart des entreprises qu'elle rencontre disent moi, je ne veux pas me mettre en risque en soutenant telle et telle entreprise française, en soutenant telle et telle start-up, parce que pendant des années, les DSI ont dit, selon le grand principe nobody gets fired when you choose Microsoft, tu prends la solution américaine, tu ne seras pas embêté. Sauf que le directeur général, il se dit maintenant, si, je peux avoir des embêtements, j'en ai un point de vue tarifaire, et puis il y a l'effet kill switch, on voit bien ce qui se passe, avec Donald Trump, on peut tout à fait avoir un blocage pour des raisons géopolitiques qui mettent en péril la continuité d'activité. Donc on a ce travail-là. Après, il y a la capacité à faire émerger des solutions alternatives. Alors, on a parlé par exemple du cloud, la ministre l'a dit. Ben, nous, à la Caisse des dépôts, on a lancé un cloud qui s'appelle NumSpot. Je salue d'ailleurs le fondateur qui est dans la salle, Alain Issarni, qui a porté sur les fonds baptismaux avec Dassault Systèmes, avec Bouygues Télécom, nos entreprises françaises, un cloud souverain qui n'a pas vocation à concurrencer Google, Amazon, mais sur les données précises qu'a évoquées la ministre, les données de santé, les données importantes qu'on veut garder confidentielles, là, on a fait notre propre solution. Et puis, il y a le rôle du financement, qui est aussi très important. Donc, c'est les 18 milliards qu'on a annoncés sur la feuille de route Horizon numérique 2030. Pour passer à l'échelle, le but est de passer de start-up à ETI, à grand éditeur de logiciels. Donc là, on va pousser les introductions en bourse, parce qu'à ce moment-là, quand c'est introduit en bourse et qu'on garde une partie de contrôle, on a moins le risque d'une dépendance américaine et d'un rachat américain. Et puis, le dernier volet, c'est la commande publique. Le dernier volet qui est très important, la ministre l'a dit, elle a dit l'État doit être exemplaire, il faut que la Caisse des dépôts soit aussi exemplaire. Alors nous avons montré l'exemple, on a passé un appel d'offres pour une solution d'intelligence artificielle pour 17 entités du groupe. Donc ça va de La Poste à BPI France, en passant par ICAD, la Compagnie des Alpes, et on a obtenu Mistral, qui va être la solution de principe d'intelligence artificielle pour tout le groupe. Donc il y a cette exemplarité de la commande publique qu'il faut avoir aussi. Alors vous avez parlé tous les deux d'une notion, la notion du risque, le risque des dépendances que vous avez dit, et vous avez parlé aussi du risque pour les entreprises de changer de logiciel. Donc justement, je m'adresse à vous, Henri Dagram, vous avez justement fait parler de vous l'an dernier avec ce fameux chiffre des 264 milliards d'euros. Vous avez parlé de dollars, Madame Châtelain, mais je préfère le terme euro. 264 milliards tous les ans. Donc voilà, vous avez réussi à cartographier ça, ce qui est en fait un peu inédit parce qu'on ne savait pas, comme l'a dit la ministre tout à l'heure. Aujourd'hui, la notion du risque des entreprises, est-ce que le risque de rester, il est perçu comme plus important que le risque de partir et de changer, ou est-ce qu'on en est sur ce shift mental en fait, psychologique qui est important pour les grandes entreprises notamment? Alors, d'abord, je vais revenir sur ce rapport que nous avions commandé l'année dernière au cabinet Asterès, qui est un cabinet qui fait des études macroéconomiques. Comme le CIREF n'a pas de compétences en la matière, il était normal qu'on se tourne vers
un cabinet spécialisé pour réaliser cette étude. Et pourquoi est-ce qu'on l'a réalisée? C'est parce qu'on cherchait des chiffres près d'organismes qui sont censés compter ce qui est échangé entre, notamment dans le commerce international, entre les États-Unis et l'Europe. On s'est aperçu qu'on connaissait au boulon près le nombre de boulons qui pouvaient être livrés par l'industrie européenne à l'industrie aéronautique américaine, ou le nombre à l'unité près de carcasses d'agneaux qui arrivent de Nouvelle-Zélande sur le marché européen. En revanche, en matière de services numériques, absolument rien. Alors on s'est limité, quand on prend ce chiffre, notre étude, il faut bien avoir conscience de deux choses. D'abord, c'est un ordre de grandeur qu'on a donné, et il faut rester prudent. Et en plus, on s'est limité sur un secteur très précis, qui ne couvre pas tout le numérique. C'est le marché B2B du logiciel et des services cloud. Du logiciel et des services cloud. Donc, on s'est contenté de ça et on a regardé à l'échelle européenne, avec plusieurs modèles qui ont tourné, ce que ça pouvait représenter. Donc, il y a ce fameux chiffre 264 milliards d'euros par an d'achats auprès d'entreprises américaines du numérique. 83% des achats, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est l'ordre de grandeur, 83% des achats. Les 264 milliards d'euros, ils sont intéressants uniquement parce que ça nous rapproche d'un autre ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est celui des achats de gaz et de pétrole de l'économie européenne. En 2025, c'était de l'ordre de 350 milliards d'euros. On a bien vu que quand ce chiffre il évolue de 5, 10, 15%, ça fait la une des journaux matin, midi et soir. Ces 264 milliards d'euros dont on parle, en ordre de grandeur, sont inscrits dans une dynamique de hausse tarifaire de 10% par an. Et personne n'en parle. 10% de ponction par an en plus. Vous savez, quand vous êtes sur une dynamique de 10% par an pendant 7 ans et demi, 8 ans, vous avez doublé votre facture. À l'horizon 2030-2032, ce n'est pas 260 milliards ou 264 milliards. L'ordre de grandeur, il sera de 500 milliards, hors effet IA. Voilà, donc ça, il faut avoir ça en tête. Il faut se dire, quel moment ça devient insoutenable, cette ponction, totalement en dessous des radars, pour une économie? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Et du coup, la question du risque? Alors, la question du risque, j'y viens. Toute entreprise, vis-à-vis de ses dépendances, est amenée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et pas uniquement dans le numérique, à élaborer des analyses de risque pour ensuite les réduire. Ces dépendances technologiques, aujourd'hui, de l'économie européenne à l'égard de l'industrie américaine du numérique, elles sont porteuses de 3 grandes conséquences. Une conséquence d'abord économique, j'en ai parlé, c'est ces hausses tarifaires. À quel moment l'exploitation abusive d'une situation de dépendance technologique et économique peut devenir insupportable. C'est comme ça qu'il faut raisonner. La deuxième conséquence, c'est une conséquence juridique. Quel est le régime juridique qui s'applique à mes données? Et est-ce que ce régime juridique met en cause éventuellement la protection, la confidentialité de mes données et des traitements associés, ou de leur disponibilité, ou de leur intégrité? Ça, c'est important, conséquences juridiques. Ça nous renvoie aux fameuses lois non européennes à portée extraterritoriale. Et la troisième conséquence, elle est d'ordre géopolitique. Dans un contexte géopolitique perturbé, est-ce que la disponibilité de mes données peut peut être mise en cause brutalement, la disponibilité des traitements associés à ces données? C'est un sujet également qui a une résonance géopolitique particulière dans le contexte actuel. Voilà quelles sont les 3 principales conséquences qu'il faut que, dans une analyse de risque, toute entreprise qui fait son boulot doit appréhender ce sujet de ses dépendances technologiques. Alors, quels sont les leviers d'action Cyrielle, est-ce que vous envisagez d'aboutir à une proposition de loi à la suite de cette commission d'enquête déjà? Alors, il est un peu tôt pour le dire. Je veux dire, on fera une proposition de loi que si elle est utile.
parce que des fois, on a un peu tendance à vouloir faire des propositions de loi qui ne servent à rien. Donc, on ne le fera que si c'est nécessaire. Sur les solutions, il y en a quand même beaucoup au niveau européen. La première chose, on l'a vu, l'impact juridique, et notamment des lois extraterritoriales. En Europe, on a des réglementations puissantes, on a des réglementations qui ont été un modèle au niveau international, notamment la question du RGPD. On a un omnibus numérique qui est en discussion. Il ne doit pas fragiliser ces réglementations qui nous permettent d'avoir un contrepoids par rapport aux grandes firmes américaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été évoqué, la question, c'est la souveraineté et l'autonomie. Pourquoi ? Pour moi, en tant que parlementaire, c'est garantir la capacité à l'État, à une institution publique et démocratique de pouvoir définir ses propres politiques, c'est-à-dire indépendant d'un acteur économique. Alors d'autant plus quand il est américain ou chinois, mais d'un acteur économique quel qu'il soit. D'où la question de la réinternalisation des compétences au sein de l'État, parce qu'il faut qu'on puisse être en capacité de comprendre le numérique au sein de l'État, de pouvoir le développer, de pouvoir aussi avoir un dialogue avec ces entreprises. Donc ça me semble extrêmement important. Le rôle de la DINUM, des outils qu'ils ont développés, dont on voit qu'ils ont été utiles pendant le Covid, c'est un rôle essentiel. La troisième chose, c'est les projets d'innovation. On voit que, par exemple, on avait la centrale d'achat pour les hôpitaux, qui aujourd'hui a un travail pour sortir de Microsoft. Et bien, ils font un projet d'innovation, c'est-à-dire qu'ils se disent on a besoin de développer du libre, mais qui soit interopérable avec nos outils qui aujourd'hui fonctionnent avec Microsoft. Et bien, on fait un projet d'innovation et là, on voit de la coopération entre une centrale d'achat, entre des industries. Je pense que ça, c'est un outil qui est intéressant et qui est dans la collaboration. Mais pour ça, il faut des compétences des deux côtés. Et puis, une dernière chose, la commande, on en a beaucoup parlé. La commande publique, on ne peut pas favoriser des acteurs français ou des acteurs européens, mais on peut faire le choix du libre ou de l'open source. Dans un marché public, c'est possible. Et en termes de commandes, je vois que vous avez Michel Paulin juste après, il nous disait, dans d'autres pays, il y a un moment, on oriente la commande privée avec un certain nombre de règles, de normes ou de labels. Donc il faut y réfléchir quand même, à aller essayer d'orienter une petite partie de ce flux économique qui part vers les États-Unis. Alors on va y revenir du coup, je voulais juste faire un petit aparté avec vous, Olivier Sichel. Vous avez donc un budget conséquent et vous représentez un petit peu le bras armé de l'État pour financer justement l'économie, et donc vous avez un rôle crucial à jouer dans le changement et dans justement l'augmentation de la commande vers les entreprises françaises et européennes. Quels sont les leviers d'action concrets, exécutables rapidement, que vous mettez en place pour justement un peu changer ces faits? Alors, il y a la question du financement, ça c'est les 18 milliards d'equity qu'on a prévu d'investir sur notre feuille de route Horizon numérique 2030, surtout en essayant de se focuser sur le dernier segment, les introductions en bourse, parce que c'est là où on va avoir vraiment le passage à l'échelle très important. Et donc là, la Caisse joue un rôle techniquement qui s'appelle celui de Cornerstone Investor, c'est-à-dire qu'au moment où l'entreprise devient privée et regarde si elle va pouvoir s'introduire en bourse, elle va avoir besoin d'investisseurs qui me disent oui, moi je fais confiance, je pense que la valorisation est la bonne, et sur une levée de fonds de 500 millions, je peux committer 50 millions, il ne vous reste plus de 450 millions à trouver dans le marché. Donc ce genre de rôle, on le joue très concrètement avec BPI France et puis avec d'autres startups pour réunir les chefs d'entreprise qui sont mûrs, qui sont dans cette phase-là, pour leur dire voilà comment ça va se passer l'introduction en bourse, voilà à quoi vous devez vous préparer, voilà ce que vous devez avoir comme guidance. C'est assez technique et ça a plutôt été réussi dans les dernières introductions en bourse. Je pense à des entreprises comme Planisware ou comme Exosens qui ont fait un très beau parcours, alors que dans le passé, je ne vais pas citer les noms, mais vous avez des sujets en tête, les entreprises s'introduisent en bourse, elles étaient mal préparées, le cours se cassait la figure tout de suite, les gens ne savaient pas trop en faire, et après ça se passait par un retrait en bourse. Ce n'est pas lié du tout d'ailleurs au Nasdaq ou à Euronext. On sait qu'il y a quelques entreprises qui sont parties ce côté au Nasdaq. Ce n'est pas du tout lié à ça, c'est une question de préparation de nos entreprises et d'être capable de faire ces grosses levées. Alors ensuite, il n'y a pas que le financement qui est important. Souvent, on a traité en France, je pense, trop le sujet en disant il faut investir, il faut apporter des fonds propres, il faut investir. Les investisseurs, ils n'investissent que s'il y a un marché, que s'il y a des clients. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'apporter du chiffre d'affaires. Donc là, exemplarité, nous, on essaie systématiquement de privilégier les solutions open source, de privilégier les solutions françaises ou européennes. Et on a établi, avec le soutien d'ailleurs de Michel Paulin, comité donc de filière, des endroits où la demande et l'offre doivent se rencontrer. Et c'est un peu compliqué.
On en a fait une première qui a été à la fois un succès, mais qui moi, m'a fait penser un peu à un drame de famille. Je vais vous dire un peu la réunion de famille où vous aviez les grands DSI qui disaient « on va encore nous casser les pieds avec ces startups incroyablement arrogantes qui veulent, avec 3 développeurs, concurrencer à la fois Microsoft, Salesforce et Oracle ». Et puis, de l'autre côté, des startups en disant on va enfin se venger, les DSI vont comprendre qu'il faut qu'ils achètent chez nous, et ils vont être contraints par l'État à acheter chez nous, on va les forcer à prendre du chiffre d'affaires chez nous. Donc, il y a un travail à faire, véritablement, à faire se rencontrer l'offre et la demande. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut organiser des forums, il faut à un moment que, d'un côté, il y ait des efforts, que le DSI accepte de prendre parfois le risque de la solution européenne. C'est ce qu'évoquait Anne Le Henhoff en disant, assez avec un peu de bon sens, en disant qu'est-ce que je mets exactement comme risque. Sauf que maintenant, le DSI, il a le risque de la solution américaine qui est matérialisée. Et il faut aussi que les startups ne soient pas toujours trop gourmandes en disant je sais tout faire et vous allez voir, je vais faire mieux que Microsoft avec 1000 fois moins de personnes et avec 1000 fois moins cher. C'est pas vrai. Donc il faut aussi arriver à faire se rencontrer cette offre et cette demande. Donc c'est un travail qui tient parfois un peu de la résolution du psychodrame familial, qui est l'histoire de l'IT européenne. Henri, je vous ai vu trépigner d'impatience parfois, non, à l'idée de répondre, notamment peut-être rapidement sur la réglementation européenne. Vous n'aviez pas l'air de partager tout à fait l'avis de Cyrielle. Oui, ça dépend de quoi on parle. Hein. Mais moi, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, sur le marché B2B du logiciel et des services cloud, celui qui intéresse mes adhérents, il n'y a pas de mise en œuvre de réglementation. Il y a des réglementations, elles ne sont pas mises en œuvre. Nous sommes dans une situation où, matin, midi et soir, nous avons des grands acteurs, et notamment les acteurs dominants, qui piétinent le droit des contrats, le droit de la concurrence, le droit commercial, en permanence, avec zéro réaction des régulateurs. Et j'ai plein d'exemples, VMware étant peut-être le principal, et on pourrait dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas développer. Deuxième chose, en Europe et aux États-Unis, on dit toujours en Europe on régule, aux États-Unis pas du tout. C'est pas vrai. On régule tout autant, mais avec des objectifs primaires fondamentalement différents. En Europe, on régule avec comme objectif primaire le prix bas pour le consommateur et la protection de la vie privée du consommateur. Le reste, tout le monde s'en fiche. Aux États-Unis, on régule la tech avec un objectif primaire. La technologie va rester l'un des 4 piliers de la puissance, de l'hégémonie des États-Unis, et personne ne viendra la contester. Et donc, ça explique qu'on ait des points de vue radicalement différents sur la façon dont on envisage la position de la tech dans l'économie. Et tant qu'on n'aura pas compris ça et régulé ce problème, eh bien, la technologie numérique ne sera jamais un facteur de puissance pour notre économie. Et je voudrais quand même appeler l'attention sur le fait qu'une économie avancée comme l'économie européenne, qui ne dispose pas, même à minima, de sa propre industrie de la technologie, elle n'a pas d'avenir. On ne peut pas se contenter d'avoir tous les biens de consommation qui sont fabriqués en Chine et tous les services numériques qui sont fabriqués aux États-Unis. Si on ne sort pas de cette situation, il n'y a pas beaucoup d'avenir, me semble-t-il, pour l'économie de notre continent. Vous voulez réagir ? Oui, mais en fait, je pense qu'on dit quelque chose de assez proche. Premièrement, on a un problème de volonté politique. Non, mais c'est intéressant parce que la présentation était là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, on va dire, entre nous et les Américains, au-delà des objectifs qu'on pourrait débattre, c'est que quand ils mettent le Cloud Act, on sait qu'à un moment, ils peuvent aller chercher les données. On sait qu'ils le feront et on sait qu'à la fin, les entreprises les donneront. Il faut que les acteurs américains pensent exactement la même chose en Europe, que quand ils piétinent nos règles et nos lois, on les fasse appliquer. Et je pense que la question, il est plutôt de montrer de la force et de la détermination sur nos règles, plutôt que de les détricoter. Parce que dans ces cas-là, on montre qu'on est en état de faiblesse, et en plus, on va exposer nos acteurs européens, et on n'arrivera pas à développer une industrie européenne, parce qu'au vu de l'avance qui a été prise, si on dérégule, les Américains emporteront le marché. Donc le vrai combat, il est européen, en fait, du coup. Il faut résister à la tentation de déréguler pour apaiser la colère de Trump et des Américains. Alors, oui, il est européen. C'est par hasard si on le fait au moment de l'omnibus, mais la voix de la France en Europe, elle est importante.
Donc il faut que la France ait une voix extrêmement claire sur la question de l'omnibus, la question du partenariat franco-allemand, elle est clé. Et en termes français, la question qu'on doit se poser, c'est si jamais ça dérégule, quels sont les outils qu'on peut utiliser en France dans le cadre de notre périmètre juridique et de nos compétences. C'est ça les questions. Premièrement, on agit au niveau européen. Si ça ne marche pas, comment est-ce qu'on agit au niveau français, et pour protéger à la fois les droits des Français et pour essayer de protéger les acteurs économiques français. On va essayer d'étudier le modèle allemand. Il semble qu'ils mettent des choses intéressantes en place sur ces deux aspects. Justement, Henri Daguin, vous me parlez de la commande publique européenne. Vous aviez une idée qui n'était pas populaire sur la commande publique européenne. Est-ce que vous pouvez la développer ? C'est une proposition qu'on a faite, je crois, dès 2019, en disant qu'il y a une urgence sur la tech. Si on veut que la commande publique, ce soit un vrai levier qui accompagne des politiques industrielles de croissance d'une industrie européenne du numérique, alors il faut mutualiser ces leviers. Aujourd'hui, la dispersion de la commande publique dans la tech fait qu'elle n'a aucun effet, elle ne fait qu'entretenir le statu quo. Je prends plusieurs exemples. Au niveau national, eh bien, l'autonomie de gestion, la sacro-sainte autonomie de gestion des collectivités territoriales fait que bien, on ne peut pas utiliser, en mutualisant les achats de cloud et de logiciels des collectivités territoriales, des collectivités hospitalières, ainsi de suite, avec les achats de l'État, avoir un effet de levier. Mais je crois que le plus intéressant, ce serait que cet effet de levier, on l'ait au niveau européen. Alors je sais, c'est totalement impopulaire, mais de dire, par exemple, créons une agence au niveau européen où tout acteur soumis à la commande publique passe par cette agence pour acheter du logiciel ou des services cloud. Et là, si vous avez en cohérence une vraie stratégie industrielle en faveur d'une industrie européenne de la technologie, alors vous avez des masses considérables de financement que vous pouvez utiliser comme levier pour développer cette industrie européenne du numérique dont nous avons absolument besoin. Et on verra alors le relais que pourra prendre la commande privée. Merci beaucoup. On arrive au terme du temps comme la musique nous le suggère. On vous laissera réfléchir là-dessus et préparer votre réponse. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous.